Oh, ah, ok. Ok, où doit il casser? Casser. Comment t'as vu how il casse ta dent, quoi? Ce soir, je vais vous raconter une histoire sur les étoiles. Écoutez-moi bien. Avez-vous vu l'étoile qui vient de tomber du ciel? Les anciens l'appellent l'œil du lion. N'allez jamais dans la direction où l'étoile est tombée, ou vous serez en grand danger. Ça porte malheur. Vous verrez des yeux étincelants. Beaucoup de gens qui y sont allés malgré tout ont rencontré des lions. Alors prenez garde si vous voyez une étoile tomber du ciel. Dans un pays en grande partie désertique, vit l'un des plus anciens peuples du monde. Durant des millénaires, les San, les Boshiman de Namibie, ont pratiqué la chasse et la cueillette en harmonie avec un environnement intact, mais souvent inhospitalier. Les contes les ont aidés à supporter bien des épreuves, comme la faim, la privation, la solitude et la férocité des bêtes sauvages. Nombre de ces histoires et légendes anciennes témoignent d'une époque lointaine où l'âme de l'homme et celle de l'animal n'étaient pas encore séparées. Même par la suite, la frontière entre les deux est restée perméable. Avec la colonisation de l'homme blanc, les San ont entamé un long combat pour survivre et conserver leurs connaissances ancestrales de la faune et la flore. Chaque jour, ce savoir se perd un peu plus. Mais leurs récits ont survécu. Au nord-est de la Namibie, dans la réserve de Niae Niae, se trouve le petit village de Doupost. Le gouvernement a mis cette terre à disposition des San. Kaishi habite ici. Il est célèbre dans toute la région pour ses qualités de conteur. De nos jours, les San vivent entre tradition et modernité. Les hommes vont de moins en moins à la chasse. Dans de nombreux villages, ils élèvent désormais du bétail. Cela couvre les besoins alimentaires de base, mais il y a un prix à payer. Les vaches sont des proies faciles pour les lions et se font sans cesse attaquer. Ainsi, il y a quelques années, une lionne a tué un veau avant d'assaillir Gao, un habitant de Doupost. Elle s'est ruée aussitôt sur moi et m'a renversé. J'étais allongé par terre et elle était assise sur moi. Elle avait mon bras entier dans sa gueule. J'ai essayé de dégager et de repousser la lionne. Oh, ce que j'ai crié! J'ai cru que j'allais mourir. Tout à coup, elle a voulu m'attraper par la nuque. J'ai réussi à prendre mon couteau et je lui ai asséné plusieurs coups. Ici, on voit encore le trou qu'ont fait ses canines. Le sang coulait à flot. Là où je me tiens, il y avait une mare de sang. Je l'ai tué. Depuis, je passe pour un homme courageux. Un homme a découvert des empreintes fraîches de lions et veut les montrer à Kaishi. Tout le monde avait espéré que les lions étaient partis. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu dans les parages. Mais au Botswana, il en reste encore quelques-uns. La frontière se situe à tout juste 40 km et il n'y a pas de clôture de sécurité pour arrêter les animaux.
Kaishi a perdu un bras voici de nombreuses années en se blessant avec une flèche empoisonnée. Les lions constituent donc une menace d'autant plus grande pour lui. C'est là-bas que j'ai vu des empreintes de lions. À proximité, il y avait aussi des empreintes de phacochères, qui a l'air d'être parti en courant à toute allure. Ça, ce sont des traces de phacochère. Il a bu, puis il s'est vite enfui. Peut-être qu'il a croisé le lion à la tombée de la nuit. Est-ce qu'il l'a attrapé? Ça aurait fait un bon repas pour lui. Dans la région de Niae Niae, il y a suffisamment de proies naturelles pour les lions. Mais les phacochères sont moins faciles à attraper que les vaches. Là, ce sont des empreintes de lion. Stop! Ne marchez pas dessus. C'est un grand lion. Les empreintes ne datent que de quelques jours. Comme on est entouré d'herbes hautes, on ne peut pas savoir s'il est encore dans le coin. Ici, c'est sa patte avant droite, et là, sa patte arrière gauche. C'est vraiment un grand lion. Les San prennent les choses avec humour. Ils vivent depuis toujours avec la menace des animaux sauvages, alors ils préfèrent en rire. Nombre de leurs légendes ancestrales parlent du conflit à l'origine de l'hostilité entre l'homme et l'animal. Savez-vous au juste ce qui a amené jadis l'homme et le lion à ne plus vivre en harmonie? Ça remonte à très très longtemps. C'est l'histoire d'une lionne qui veut absolument avoir des petits, mais ne le peut pas. Ça la rend triste parce qu'elle aime les enfants. Surtout les enfants des hommes. Tous les matins, elle les observe jouer. Un jour, elle s'approche furtivement de deux enfants et leur demande « Voulez-vous être mes petits et venir avec moi ?» Elle leur parle très fort et leur montre ses mamelles en les secouant. « Allez, les petits, c'est du bon lait !» Les enfants la confondent avec leur mère et s'approchent d'elle. Ils partent le cœur joyeux avec la lionne et deviennent des lionceaux. Oubliant vite les hommes, ils reprennent leur jeu comme avant. Un jour, un Boshiman aperçoit la lionne avec ses petits. Il attend qu'elle parte chasser à la nuit tombée, puis s'avance vers les lionceaux. Curieux, les lionceaux l'encerclent et le flairent. Il leur demande
Ne savez-vous donc pas que vous n'êtes pas des lionceaux? Surpris, les petits tendent l'oreille. Vos parents se trouvent derrière les collines, là où le feu brûle et où on fait griller la viande. C'est là que vivent vos familles. Alors les enfants se souviennent et s'en vont retrouver les hommes. La lionne est encore à la chasse au loin. Elle ne peut donc pas entendre ce qui se passe avec ses petits. À son retour, elle rugit. « Où sont mes enfants? Vous me les avez volés. » Et elle implore. « Rendez-moi mes enfants. »« Ils ne sont pas à toi, » répond le Boshiman. « Ce sont des enfants d'hommes. C'est pour cela qu'ils sont retournés chez les hommes, là où le feu brûle. » La lionne prend peur en pensant au feu. Pleine de dépit, elle dit d'un ton menaçant « Mort aux hommes, je vais vous déchiqueter. » Mais le Boshiman la met en garde. « Réfléchis bien. Si tu nous tues, les hommes apporteront le feu ici. Ils te chasseront et te tueront. » Triste et en colère, elle maudit tous les hommes. Depuis ce jour, l'homme et le lion sont ennemis. Les villageois sont inquiets en apprenant que des lions sont dans les parages. Le soir, ils se rassemblent pour une danse de la guérison qui, selon la tradition San, aide à éloigner le malheur. Elle est exécutée par les hommes les plus âgés. Kaishi, le manchot conteur d'histoires, Gao, le chasseur qui a vaincu un lion, et Bo, le guérisseur du village. Dès que Bo entre en transe, il commence la guérison. Les femmes, en particulier, ont peur depuis que des lions rôdent à nouveau dans le coin. Umalena, la fille de Bo, n'était pas encore née lorsque son père a reçu son don de guérisseur. Jeune garçon, il était très malade, puis il a guéri, du jour au lendemain. Une fois en transe, Bo se glisse dans l'esprit d'une girafe. On dit que les grands guérisseurs San peuvent entrer quand ils le souhaitent dans l'âme d'un animal et libérer ainsi des forces surnaturelles. Ce genre de rituel entretient la croyance ancestrale selon laquelle la frontière entre l'homme et l'animal est poreuse. Le lendemain matin, ambiance de grand départ à Doupost. Il faut prendre cette casserole, c'est essentiel. Elle partira avec moi. Allez, dans mon sac. Bo veut se rendre dans le village de Noma avec Gao et Kaishi. Là-bas, les San vivent toujours de la chasse et n'élèvent pas de vaches. Ils n'entrent donc pas en conflit avec les lions. Il faut faire quelque chose. On a tous peur. Si les lions se rapprochent encore du village, ils vont attaquer nos vaches. Et peut-être même nous attaquer aussi. J'enfile ce pantalon parce que je pars très loin. Oui, je pars très loin. Umalena a de la famille à Noma. Kaishi et Gao veulent y chasser avec les hommes du village, histoire de voir s'ils savent encore se servir d'un arc et d'une flèche.
Noma se situe à environ 80 km de Dupost, une distance qu'ils pourraient parcourir à pied. Mais quand on leur propose une place en voiture, ils ne disent pas non. Le long de la route, des feux de brousse font rage. En ce début de septembre, la saison sèche bat son plein. Le brasier offre une orgie d'insectes grillés aux babouins et aux marabouts d'Afrique. Les San sont bien contents d'être motorisés. Il n'aurait pas été très agréable de faire le trajet à pied dans ces conditions. Face aux flammes, une seule solution, fuir. Mais ce n'est pas toujours possible. Il y a 2 ans, plusieurs hommes de Noma ont perdu la vie à la chasse, surpris par un feu de brousse. Noma se trouve sur une grande dune et compte environ 150 habitants. Contrairement à Dupost, cette bourgade n'est pas entourée de clôtures. Il faut dire qu'ici, il n'y a pas de vaches. Le chef du village s'appelle Joseph. Dès leur arrivée, les visiteurs évoquent les lions qui menacent Dupost. Alors, comme souvent chez les San, tout le monde se met à parler en même temps. Chacun y va de son anecdote sur les fauves. Les lions viennent aussi à proximité de notre village, mais ils n'ont jamais attaqué. Ils ne chassent que des animaux sauvages. Partout où les hommes ont des vaches, il y a des problèmes. Si les habitants de Noma n'ont pas de problème avec les lions, ils craignent en revanche les éléphants. Chaque année, durant la saison sèche, de grands troupeaux affluent du nord. Depuis les années 70, le nombre d'éléphants est en constante augmentation dans le nord-est de la Namibie. La plupart viennent de l'Angola. Les pachydermes trouvent ici ce qu'ils cherchent en permanence, de l'eau. Noma borde le parc national de Kaodum. Dans cette réserve, il n'y a pas de clôture. Les troupeaux peuvent se déplacer librement et les trous d'eau ne s'assèchent jamais. Gao et Kaishi ont des sentiments mitigés la veille de partir à la chasse avec les hommes de Noma. Joseph leur a raconté qu'il faisait sans cesse de dangereuses rencontres avec les éléphants. Quoi qu'il en soit, ici on est dépendant de la chasse. Depuis des millénaires, les San tuent le gibier avec des flèches empoisonnées. Pour cela, ils utilisent la neurotoxine d'une larve spéciale qui paralyse l'animal touché. Leurs proies sont principalement de petites antilopes, des koudous et des porcs-épics. Autrefois, on pouvait chasser de grands animaux comme les élans du Cap ou les girafes. L'élan du Cap était un excellent gibier car il a beaucoup de chair et on utilisait les tendons de la girafe pour nos arcs. Mais on n'a plus le droit de chasser ni l'un ni l'autre. Si on se fait prendre, on va en prison. Le gouvernement vend les permis de chasse pour les grands animaux à des gens originaires de pays lointains et prêts à débourser de grosses sommes. Ils viennent ici, abattent les animaux au fusil et ne mangent même pas leur chair. La faim est un problème permanent au village. Si les hommes rentrent bredouilles,
Leurs familles sont privées de viande et doivent se contenter de noix, de racines et de pommes de terre sauvages ramassées dans les environs. Il fait trop sec pour cultiver des légumes. Les villageois n'ont pratiquement pas d'argent pour acheter de la nourriture. Ils tentent de tromper la faim en fumant continuellement. Les San sont dans une situation d'autant plus difficile que leurs droits de chasse ont été restreints par le gouvernement. Ils ne comprennent pas la motivation des chasseurs de trophées. Cela n'a rien à voir avec leur code traditionnel à eux. Les mythes anciens inculquent le respect de la nature. Cette histoire date d'une époque déjà ancienne. Un chasseur paresseux est assis dans la savane et regarde avec envie un troupeau de springboks. Il se dit qu'il fait bien trop chaud pour s'en approcher à pas feutrés quand il aperçoit une femelle guépard. Le vent de face, elle se dirige tout doucement vers le troupeau. Jusqu'au moment où elle plie ses longues pattes sous son corps et se rue à une vitesse fulgurante sur un springbok. Le chasseur admire son agilité. Il découvre que ses trois petits attendent, également cachés dans l'herbe, et la regardent. La convoitise s'empare de l'homme. Il aimerait avoir un assistant aussi habile qui chasse pour lui. Une idée sournoise lui vient alors à l'esprit. Il sait que les guépards n'attaquent jamais les hommes et décide de capturer les petits pour les dresser. Au lever du soleil, la mère guépard laisse ses petits seuls pour retourner chasser. Le chasseur attend qu'elle se soit suffisamment éloignée. En plus d'être lâche, il ne veut laisser à la mère la possibilité de défendre ses petits. Pendant que les jeunes jouent sans se soucier du danger, il s'approche furtivement d'eux et les prend un par un. À son retour, la mère s'aperçoit que ses petits ont disparu. Elle les appelle en sifflant, comme le font les guépards, et pleure tellement que ses larmes laissent des marques sur son visage. Pendant des jours, elle cherche ses petits. Elle s'aventure de plus en plus loin, sans même prêter attention aux proies qu'elle croise en chemin. Les pleurs de la femelle guépard sont si intenses qu'une vieille chamane les entend. Elle est très sage. Elle sait beaucoup de choses sur les animaux et leur voue un grand respect. Lorsqu'elle apprend ce qui s'est passé, elle est très en colère. Un chasseur ne peut avoir recours qu'à sa force et à son habileté. Toute autre méthode est honteuse. Les villageois bannissent à jamais le paresseux de leur communauté. La chamane ramène les jeunes guépards à leur mère. Mais ces longs pleurs ont marqué pour toujours son visage. C'est ainsi que les guépards portent aujourd'hui encore les traces de ces larmes. Elles servent d'avertissement pour les chasseurs. Le lendemain matin, Joseph et le vieux Ngao vont à la chasse avec leurs invités, Kaishi et Gao.
Joseph est un chasseur très expérimenté. Mais il se fait du souci pour Keishi. Pourra-t-il s'en sortir avec un seul bras? Ce sont des empreintes de chacal. Keishi est un excellent pisteur. Cette girafe leur fournirait à tous de la viande pour plusieurs semaines. Mais ils n'ont pas le droit de tuer ce type d'animaux réservés aux chasseurs de trophées. Vous devez toujours aller aussi loin pour trouver du gibier? Pas les années où il pleut davantage. Tout est alors plus vert et les animaux se rapprochent du village. Mais il fait de plus en plus sec. Ici, c'est l'endroit où nos hommes sont morts brûlés il y a 2 ans. Il y avait un énorme feu de brousse. Le vent était tellement fort qu'ils n'ont pas eu le temps de s'abriter dans un trou ou de prendre la fuite. Après 8 heures de marche dans la brousse, les hommes n'ont toujours pas trouvé de gibier. Joseph décide de tenter le coup au bord d'un trou d'eau, même si, ici plus qu'ailleurs, il risque de tomber sur des éléphants. Ce sont les empreintes d'un grand koudou. Il a bu, puis il est passé par là. Des éléphants étaient ici il y a 2 jours. Ensuite, ils ont rebroussé chemin. Là-bas, regardez, des traces de gnous. Ils ont sauté au-dessus de l'eau et se sont arrêtés pour boire là-bas. Le soleil va se coucher dans 1 heure. Les hommes décident donc de construire un abri et de passer la nuit près du point d'eau. Il y a de fortes chances que des animaux viennent s'abreuver au crépuscule. Va là-bas, Ngao. Comme ça, je pourrais m'exercer au tir, histoire de mettre dans le mille plus tard. Non, sûrement pas. Allez, mets-toi là-bas. Moi aussi, je veux m'entraîner. Ce sont des cris de hyènes. Vous entendez? Il y a quelque chose de grand qui arrive de ce côté. Mais je ne peux pas dire ce que c'est exactement. Espérons que ce ne sont pas des éléphants. Je n'ai pas envie de courir. C'est un troupeau de gnous. J'espère qu'ils s'approcheront un peu plus. On les atteindra plus facilement. Les animaux flairent le danger et restent sur leur garde. Les hommes tentent malgré tout leur chance. Qu'est-ce que c'est là-bas? Tu vois quelque chose?
C'est une lionne. Le feu est le seul moyen de te protéger quand tu dors dehors. C'est la seule chose que les lions craignent. Il ne faut pas qu'il y ait d'arbustes autour du camp. C'est important d'être dans un endroit dégagé. Vous connaissez l'étoile qui brille dans le ciel jusqu'à l'aurore? Oui, mon grand-père en parlait tout le temps. On l'appelle le grand chasseur de la nuit. Ça remonte à la nuit des temps. À une époque où les étoiles et les animaux sont encore des hommes. Un jour, l'étoile du matin, le plus brillant des astres dans le ciel africain, décide de chercher une femme. Mais la guéparde est trop timide et la lionne trop grande à son goût. Quelque temps plus tard, il aperçoit une magnifique femelle lynx au pelage ardent. L'astre tombe immédiatement amoureux d'elle et ce matin-là, il reste plus longtemps que d'habitude dans le ciel. Il l'épouse et l'adule, sa belle femme qui arbore avec joie et fierté son manteau roux et ses touffes de poils au bout des oreilles. Mais voilà, la hyène envie le bonheur de la femelle lynx. Alors, elle dépose sur son passage un morceau de viande empoisonnée. Le poison agit pernicieusement sur la femelle lynx qui finit une nuit par disparaître dans le désert. La hyène prend alors sa place aux côtés de l'étoile du matin. Mais comme elle est très laide, elle n'ose jamais montrer son visage à son époux. La sœur cadette de la femelle lynx découvre la supercherie et raconte à l'étoile du matin ce qui s'est passé. L'astre est furieux et envoie des éclairs sur la hyène qui musarde. Elle réussit à se sauver, mais sa fourrure est brûlée à plusieurs endroits. Aujourd'hui encore, elle en porte les marques. L'étoile du matin retrouve sa femelle lynx et depuis ce jour, revient toujours à temps de la chasse pour veiller sur sa femme. Les contes ont parfois pour seule fonction d'aider les hommes à mieux supporter les longues heures de solitude dans la brousse. Depuis le lever du jour, un chien sauvage rôde au bord de l'eau et tient les autres animaux à distance. À peine est-il parti qu'un koudou surgit. C'est un grand mâle. Approche, s'il te plaît, maintenant. Les hommes, impatients, tirent trop tôt. Il ne manquait plus que ça. Non loin du point d'eau, ils aperçoivent un élan du cap. C'était autrefois le principal gibier des San. Aujourd'hui, il leur est interdit de le chasser. C'est très frustrant. D'abord, tu marches des kilomètres et des kilomètres. Tu passes des jours dans la savane. Tu n'attrapes rien. Et après, tu dois tout raconter aux autres villageois. Si on prend rien, on meurt de faim. La viande est notre principale nourriture. Sans viande, on maigrit, on s'affaiblit. Non, aujourd'hui c'est moi qui dors près du feu. Hier c'était toi. Allez, installe-toi là-bas. Le matin, Joseph a une surprise pour les hommes affamés. Tout près du camp, il a trouvé un nid d'abeilles sauvages. Normalement, les San éloignent les abeilles avec de la fumée, mais celles-ci n'ont pas de dard.
Là, vous voyez toutes ces larves. Après, il faudra les remettre dans le nid. L'après-midi au bord de l'eau s'avère tout aussi décevant. En voyant des éléphants, les San ont instinctivement envie de fuir. Mais les chasseurs espèrent encore trouver du gibier. Ça leur donne le courage de rester. Il y a un très grand mâle dans le groupe. Laissons-les boire. Peut-être qu'ils partiront après. Mais les éléphants ne partiront pas ce soir. L'éléphant est l'animal le plus fort au monde. C'est pour ça qu'on a peur. Si tu te bats contre un éléphant, tu n'as aucune chance de gagner. Tu es mort. Les hommes doivent déclarer forfait et rentrer bredouille au village. À Noma aussi, danser aide les San dans les moments difficiles, tels qu'une chasse infructueuse, une pénurie de vivres ou un épisode de sécheresse. Ici, ils exécutent la danse de l'éléphant. Joseph et le vieux Ngao sont les deux guérisseurs du village. Ngao entre en transe. Son esprit s'unit à celui d'un éléphant, ce qui donne aux chasseurs la force de surmonter leur échec. La soirée continue avec une histoire. On se divertit pour oublier, ne serait-ce qu'en se moquant d'une tortue. Vous voyez les deux grosses étoiles là-haut? C'est Koma et Kana, deux grands chasseurs. Leur histoire remonte à très loin, à une époque où les animaux sont encore des hommes. Un jour, Koma et Kana partent la faim au ventre pour chasser un élan du Cap. Ils n'ont pas mangé de viande depuis longtemps. Au bout de 3 jours, ils réussissent enfin à abattre un élan. Mais la nuit, les lions surgissent et tuent les deux chasseurs. Leur père s'inquiète de ne pas les voir revenir. Alors il propose à la tortue de chercher ses fils avec lui. Il découvre les cendres d'un feu. Le père dit à la tortue de mettre la tête dans les cendres. Elles sont froides. Ça fait longtemps que ses fils ont passé la nuit ici. Tôt le lendemain matin, ils reprennent la route et arrivent à un deuxième feu. Là encore, la tortue plonge la tête dans les cendres. Cette fois, elles sont encore un peu chaudes et l'animal gémit. Le troisième soir, il trouve un autre feu qui brûle encore.
Malgré tout, la tortue met la tête dedans. La pauvre idiote s'est brûlée la tête. Mais le père ne s'en préoccupe pas. Il voit les lions dévorer la carcasse d'un élan. Ils ont enterré ses fils non loin de là. Comme la tortue s'est brûlée la tête, le père doit prendre la parole. Avez-vous vu mes 2 fils? Non. Mais nous avons trouvé cet élan et nous avons décidé de le manger, répondent les lions. Tortue, je suis sûr que ces fauves vont tuer mes fils, dit le père. Laisse-moi tranquille, ma tête me fait mal. Lorsque les lions s'en vont chercher de l'eau, le père prend les énormes cornes de l'élan, les pend à un arbre et se met à danser en dessous. « Allez, tortue, danse avec moi !» s'écrie-t-il. Soudain, les lions réapparaissent. Un oiseau donne l'alerte. Le père invite les lions à danser avec lui sous l'arbre. Ils acceptent. C'est alors que les cornes tombent pile sur eux. Les lions meurent et les fils retrouvent la vie. Les invités de Doupost ne régleront pas si facilement leurs problèmes avec les lions. Mais grâce à ce voyage, ils ont redécouvert leurs racines. Ils comptent désormais chasser plus souvent et peut-être même vendre leurs vaches. Par cette onction, Joseph donne de la force aux invités pour affronter l'avenir. Les San sont de plus en plus tiraillés entre leur tradition millénaire et l'attrait d'une vie confortable. Il arrivera peut-être un jour où il ne leur restera plus que leurs histoires, celles d'une époque où tous les animaux étaient des hommes.